Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler de l'allaitement et de la césarienne. Je vais me présenter aussi en attendant que vous arriviez, mesdames, peut-être et messieurs. Il y a peut-être des messieurs qui ont envie d'entendre parler de ça. Alors les papas, les futurs papas, bienvenue aussi. Mon nom est Nathalie Albertini. Je suis la créatrice de Nathalie Allaitement, un espace de soutien et de formation en allaitement maternel. Alors je m'adresse aux parents, aux futurs parents, aux nouveaux parents aussi. Je fais aussi des visites de soutien en allaitement à domicile pour le Grand Montréal, bien sûr. J'arrive pas encore à aller plus loin que ça, mais je peux faire aussi des visites et consultations par visioconférence. Donc ça peut aussi être un support dans votre projet d'allaitement. Et puis, plus largement aussi, je diffuse et je fais du matériel pédagogique et des outils pour les pratiques d'intervention des professionnels en périnatalité. Alors là, je m'adresse vraiment à toutes les femmes qui font du soutien en allaitement maternel. Alors ça peut être des sages-femmes, des accompagnantes à la naissance, les doulas, hein, les ostéopathes, nutritionnistes, des infirmières, toutes ces personnes qui sont vraiment en soins directs aux familles et le plus souvent en postnatal pour donner un petit plus sur les connaissances en allaitement et puis les pratiques d'intervention, etc. Alors voilà, donc je suis moi-même donc une intervenante dans toutes les questions famille et puis mon entreprise donc offre du soutien et des cours, donc plusieurs cours vidéo, cours en ligne, contenu pédagogique, chaîne YouTube, Facebook, Instagram, etc. Alors c'est facile de trouver tout ça, Nathalie Allaitement. Je vous laisse le soin de cliquer, de faire ça sur Google et puis vous allez voir s'il y a quelque chose pour vous là-dedans. Alors, j'ai l'habitude d'animer des lives, comme ça, des présentations régulièrement, en fait, tous les premiers vendredis du mois. J'ai pas osé faire ça le vendredi dernier, qui était vraiment le 1er janvier. Donc, c'est l'exception aujourd'hui, le 8, mais c'est régulier. En fait, j'aime beaucoup parler d'allaitement, de toute façon. Et puis, j'aime beaucoup ce moment là où on peut échanger avec l'audience, avoir vos questions, avoir le pouls un peu de comment... Oh, quelqu'un s'est connecté. Bonjour Sophie. Salut. Il y a des visages connus. Enfin, je ne vois pas vos visages, mais quand même des gens que je connais qui parfois viennent écouter. Alors, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure dans le chat ou alors, de toute façon, je prévoirai un petit temps à la fin de ce direct pour répondre à toutes les questions que j'aurais pas peut-être pas vues pendant ce temps-là. Alors j'en profite quand même pour mon audience qui me connaît et tous ceux que je ne connais pas pour vous souhaiter une excellente année 2021. C'est bien certain que elle fait suite à 2020, alors elle sera quand même probablement faite de surprises, de rebondissements et puis de contrariété, hein. On est quand même dans une ère où il y a une pandémie mondiale. C'est assez impressionnant de voir les rebondissements de cette crise sanitaire, de voir que on s'adapte, on se résilie, on se fatigue, on se rebelle, on reprend courage. Enfin, je trouve que les hauts et les bas, les humeurs et le sens de l'adaptation, évidemment, ça va avec chacune de nos réalités. Mais c'est sûr que pour vous qui êtes enceinte, peut-être vous attendez votre bébé pour bientôt. Pour vous qui avez un petit bébé dans les bras, pour vous qui songez peut-être à devenir enceinte, c'est pas évident. C'est vraiment une période où les soignants, les ressources, je trouve aussi pour soutenir les parents sont pas faciles d'accès. Ben évidemment, les professionnels de la santé sont accaparés, hein, les hôpitaux sont engorgés, tous les services sont dirigés en ce moment vers la vaccination aussi. Donc, on mobilise un maximum de gens et c'est sûr que quand vous avez votre bébé, il est en santé, vous êtes en santé, on vous renvoie à la maison un petit peu tel quel. Débrouillez-vous. Alors, d'où l'importance justement ben, pour quelqu'un comme moi de donner un maximum d'informations, de contenu pour que les gens soient outillés minimalement à faire face à ce qui leur arrive. Alors, ben, je vais rentrer dans le vif du sujet. L'allaitement et la césarienne. Voilà quelque chose quand même qui est assez courant, hein. On dit au Québec qu'on est à peu près à 20% hein, des naissances qui vont se terminer en césarienne.
Donc, prévu et imprévu, tout ça dans le même, quand même une grossesse sur 10, un accouchement sur 10, donc, sur 5, pardon. Je m'excuse, ça fait 10, je suis toute mélangée dans mes chiffres. Donc, 20%, ça fait une sur 5. Une naissance sur 5 qui est une césarienne. Alors, c'est quand même énorme. Bon, c'est sûr que ça a baissé un petit peu. Les dernières années ont quand même permis de faire l'éclairage un petit peu sur les risques hein, reliés à la césarienne. Donc, on ne fait plus des césariennes juste pour le plaisir de prévoir un accouchement facile où la femme se donne pas le mal de rentrer en travail, d'avoir des contractions et de prendre des risques. Parce qu'en fait, c'est une chirurgie. C'est une chirurgie assez profonde qui est quand même majeure pour laquelle on va quand même inciser plusieurs épaisseurs de tissu chez la mère. Alors, c'est pas une chirurgie sans risque. En fait, n'importe quelle chirurgie, même légère, peut avoir des complications. Mais là, les complications, si vous voulez, avec la césarienne sont doubles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des complications pour la mère. Donc ça, c'est un certain montant de risque, mais aussi pour l'enfant. Parce qu'évidemment, ça n'est pas une naissance naturelle, c'est certain. Bien sûr, dans les naissances naturelles, physiologiques et vaginales, il y a aussi des risques. Hein. Il y a des bébés qui parfois ne sont pas, c'est pas un avantage pour eux de passer par le canal vaginal. Et puis, on est bien content d'être en 2021 et d'avoir cet outil en obstétrique, cette capacité d'aller ouvrir le ventre, enlever le bébé, refermer le ventre et faire en sorte que tout le monde, finalement, a des bonnes chances de s'en remettre et d'aller bien. Alors voilà, l'allaitement et la césarienne, ben, c'est-à-dire que c'est possible d'allaiter. Alors il y a beaucoup d'idées reçues, mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues qui viennent quand même pas de nulle part, c'est-à-dire que elles ont pris leurs racines dans des expériences d'allaitement difficiles et pour lesquelles certaines mères ont simplement donné l'idée aux autres mères, en tout cas par leur expérience, par leur exemple, que c'était plutôt difficile d'allaiter après une césarienne. Alors, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est pas possible, les femmes peuvent pas faire assez de lait ou tout ça. Alors, ça vient pas de nulle part, on va voir pourquoi. Mais c'est certain que le processus, la césarienne, la façon dont c'est fait et le fait que c'est simplement une chirurgie a un impact sur l'allaitement ou plutôt sur sa mise en route. En fait, de façon hormonale, ça n'a pas vraiment une grande différence avec un accouchement vaginal dans les hormones de la mère. Un peu, mais pas trop. Par contre, au niveau des comportements, au niveau des réflexes et tout ça, ça peut avoir un impact. Alors, j'ai quand même pris quelques notes dans mon cahier pour ne pas partir dans tous les sens, car celles qui me connaissent le savent, ma spécialité, c'est de partir dans mon sujet. Donc, je l'ai déjà dit, la césarienne, c'est une chirurgie qui est quand même profonde, donc qui va avoir un impact euh, sur le corps de la mère. Donc, on va aller du côté maman d'abord, après je parlerai du bébé. Mais c'est certain que c'est profond. On doit subir une anesthésie généralement euh, complète, générale, quand c'est en urgence. Parfois, quand on parle d'une césarienne prévue, on peut faire un rachis, c'est-à-dire une césarienne sous épidurale, donc localisée pour le bas du corps. Et donc, à ce moment-là, si vous êtes consciente, vous aurez la chance de peut-être voir votre bébé rapidement, peut-être même de l'avoir quelques minutes sur votre poitrine avec l'aide d'un soignant ou du père en salle de bloc opératoire. Donc ça, c'est une chance et si vous pouvez le faire et l'avoir, ben, prévoyez-le. Si jamais la césarienne est programmée, à ce moment-là, demandez-le. Ça va être important, ça va faire partie des choses qui vont vous aider à bien démarrer votre allaitement. Mais clairement, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça, il faut recevoir un certain montant d'anesthésie, qui soit local ou général, qui est assez élevé. Quand la césarienne n'est pas prévue à l'avance, eh bien, ce que ça signifie souvent, c'est que la mère a reçu aussi d'autres produits avant de se rendre à la césarienne. Et en général, on a essayé d'autres outils pour terminer l'accouchement rapidement, augmenter la force des contractions, booster un petit peu la force des contractions. Donc, les mères vont avoir reçu de l'ocytocine synthétique, ce qui a pour effet aussi non seulement d'augmenter la force des contractions, mais parfois
d'avoir une influence aussi sur le cœur du bébé. Donc, beaucoup de détresse de bébé viennent de là. Et puis, beaucoup de césariennes viennent du fait que le bébé est en détresse. Alors, vous voyez les cascades d'intervention, en fait, à partir du moment où on commence à injecter des produits et à intervenir sur le déroulement de l'accouchement. C'est quand même très fréquent que certaines interventions donnent lieu souvent à d'autres interventions, etc. Alors, quand la césarienne survient après toute une cascade d'interventions et de plusieurs produits, ça veut dire aussi que la mère va devoir évacuer ces produits-là et le bébé aussi, qui va avoir reçu une fraction de tous ces produits et qui généralement va être un peu assommé par tout ça. Lui aussi va avoir besoin de quelques jours pour éliminer les produits et peut-être leur effet aussi sur son éveil, hein, sur sa transition néonatale. Alors, tous ces éléments-là sont importants à garder en tête parce que c'est sûr que à la suite d'une césarienne, qu'elle soit planifiée ou pas, une maman va être fatiguée. Elle va être fatiguée des fois d'avoir eu 20 heures de travail, de contraction, d'inquiétude, tout le stress relié à un accouchement qui ne se déroule pas exactement comme idéalement, ben, comme prévu ou pas, mais idéalement, génère du stress. Et puis cette mère-là qui termine en césarienne, parfois, elle va avoir justement à se remettre un peu de ce choc ou de cet accouchement un peu fatigant. Et puis, dans le même temps, elle va être déconnectée complètement ben, de ses gestes instinctuels. Alors pourquoi? Ben, parce qu'elle a reçu des produits, parce qu'elle est en état de choc, peut-être pas à un point vraiment où elle est incapable de fonctionner, mais quand même, moralement, en tout cas, elle a un coup. Et ça, des fois, ça prend quelques jours avant d'émerger de ces émotions-là un peu difficiles. Euh, alors, vraiment, on a aussi de l'autre côté un bébé qui, lui, a vécu l'accouchement aussi de son point de vue, de son côté. Et puis, parfois, ben, lui aussi, hein, ses 20 heures de travail, reçu de l'ocytocine synthétique, a reçu beaucoup de liquide avec le soluté, a reçu toutes sortes de choses. Et puis, où il a été coincé dans le canal vaginal un bout de temps, son cœur a faibli parce que peut-être qu'il recevait plus assez d'oxygène. Il y a toutes sortes de raisons puis de choses dans vos histoires d'accouchement qui vont vous indiquer qu'il y a eu quand même des difficultés et de la détresse. Alors, tout ça a un impact pour plusieurs jours après la naissance et souvent, pour vous laisser sortir de l'hôpital, on va exiger que le bébé aille au sein, soit actif au sein, que vous soyez allé à la salle de bain, à la selle, que vous soyez levé et à marcher un peu pour ne pas faire d'embolie. Enfin, tous ces éléments-là mettent encore une fois, même s'ils sont justifiés, hein, c'est important que la mère soit en bonne santé pour qu'on la laisse rentrer à la maison et que le bébé aussi aille bien. Mais parfois, c'est sans tenir compte du fait que tous ces éléments-là vont fatiguer les parents et le bébé et ne pas permettre une mise en route de l'allaitement qui soit optimale. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Oh, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, c'est sûr que ce qui arrive souvent avec les bébés de césarienne, c'est que la deuxième journée, parce qu'ils vont pas tellement au sein ou quand ils y vont, ils sont pas très forts, ils s'accrochent mal au sein, ils s'endorment tout de suite, ils sont pas actifs. Les parents attendent les signes de faim, mais ces signes de faim ne sont presque pas visibles. Le bébé a très peu de réflexes. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on va vite vous proposer un supplément. On va dire, ah, le bébé perd trop de poids. Bon, il y a deux raisons pour ça. D'abord, il va pas au sein, il tète pas. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il a reçu un volume assez élevé de liquide. Donc, en général, après une induction, euh, le fait d'avoir reçu aussi de l'ocytocine synthétique, des solutés, etc. chez la mère pendant le travail et finalement une anesthésie, euh, le bébé a aussi un poids de naissance qui est affecté par ce volume de liquide. C'est-à-dire qu'il est un petit peu plus élevé que ce qu'il aurait eu comme poids s'il était né dans d'autres conditions. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne un bébé qui... Ah, je vois quelqu'un. Amna, oui, bonjour Amna, ça va bien? Je suis contente de vous revoir pour cette nouvelle année. Donc, le bébé a pris
disons, un poids qui est faussé par les liquides qu'il a reçus durant la naissance, durant l'accouchement. Et puis, on le pèse et on dit, ah, il a perdu trop de poids après 24 heures ou 48 heures, alors qu'en fait, il vient d'éliminer une partie de ces liquides-là. Donc, c'est pas exactement le reflet, si vous voulez, d'une perte de poids physiologique normale aussi après une naissance. Donc, ce genre de calcul fausse un peu souvent la perception qu'on a, mais ça a pour effet évidemment d'inquiéter énormément les parents, de les mettre en général dans un état d'anxiété, ce qui est l'inverse de ce qu'on a besoin pour une mise en route optimale de l'allaitement. On a un bébé qui dort beaucoup, qui est complètement abruti par l'effet de tout ça, de cet accouchement, puis de la chirurgie elle-même. Et donc, on l'emmaillote, on le laisse dormir et on essaye de se reposer aussi parce qu'on pense que c'est ce qu'on a besoin pour nous-mêmes, pour récupérer, pour s'en remettre, pour passer à travers la fatigue. Mais malheureusement, pendant le premier 24-48 heures, ben, il n'y a pas de peau à peau, il n'y a pas de mise au sein, ou trop peu, pas assez pour réveiller le bébé puis lui donner l'occasion justement d'éliminer ce qu'il a besoin d'éliminer et surtout de stimuler un peu ses réflexes et de stabiliser tous ses systèmes. Alors, vous le savez peut-être pas, mais je vous envoie vers mes autres présentations à propos de ce besoin très fort chez le nouveau-né d'avoir du peau à peau. C'est extrêmement important. En fait, le bébé humain a besoin de ce temps de peau à peau. Il arrive d'un monde où il était stable au niveau de ses systèmes. Et puis là, tout s'ouvre, la respiration, le système digestif, tout ça c'est neuf, mais au niveau des battements de cœur, des connexions neuronales, de la respiration, de la glycémie, de la température, etc., c'est seulement en peau à peau que le nouveau-né va avoir une stabilité. Et cette stabilité va lui permettre d'être optimale au niveau de ses réflexes. La séquence réflexe qui va amener le bébé à aller vers le sein, avoir vraiment tous les gestes qui lui permettent d'apprendre à téter, vont être conditionnés par cette concordance des réflexes. Si vous ne donnez pas de peau à peau à votre bébé qui est né en césarienne, c'est encore pire qu'un bébé comme un bébé qui est né de façon la plus naturelle possible, avec, disons, le moins d'intervention possible vaginalement, va avoir des réflexes qui sont alignés, qui sont comme toutes bien alignées pour qu'il aille au sein. Mais le bébé en césarienne, ça va lui prendre plusieurs jours à avoir ça. Donc, si vous n'êtes pas prête à faire face à ça puis que vous n'en avez pas conscience, malheureusement, le bébé va parfois, en fait, être incapable d'aller au sein ou de demander d'aller au sein. Et c'est ça, en fait, le plus grand enjeu quand on a une césarienne, c'est vraiment d'avoir conscience que le bébé ne dort pas et que ça lui fait du bien de dormir. En fait, il dort, mais ça lui fait du bien de dormir parce qu'il se repose. Le bébé, dans le premier 24-48 heures, il faut qu'il reçoive du colostrum et il faut qu'il aligne sa séquence pour aller au sein. C'est important pour programmer la lactation sur le long terme et c'est important aussi pour que le bébé, finalement, enclenche son processus de mise en route au niveau de la lactation et stimule les seins. Ben, les seins ont besoin d'être stimulés. Ça, c'est l'autre volet, c'est que d'une manière hormonale, la mise en route de l'allaitement du côté de la mère, du côté de la glande mammaire aussi, c'est vraiment que les hormones de l'accouchement, du décrochement de placenta, va envoyer un message au cerveau qui dit, OK, là, on a besoin de l'enclenchement de la production lactée. Alors, la glande mammaire se met en route et on attend la stimulation, si vous voulez, du bébé au niveau des mamelons pour installer des capteurs hormonaux qui vont permettre justement de, de programmer, si vous voulez, la glande mammaire. Donc, ça va vraiment envoyer des messages pulsatiles entre le cerveau et les seins. Et finalement, ces premières journées vont, avec ces capteurs-là et ces décharges hormonales, il va y avoir une mise en route, si vous voulez, une transition entre les hormones de l'accouchement qui permettent l'envoi de la lactation et les stimuli qui vont mettre en place quelque chose dans le système hormonal chez la mère pour la mise en route de l'allaitement. Geneviève dit quelque chose ici. Bonjour Geneviève, enchantée. J'ai l'impression que les infirmières et pédiatres ne prennent pas en compte cette perte de poids artificielle à cause des interventions. Fluide extra dans le corps. Ils ont tendance à mettre tout ça dans la réelle perte de poids et les protocoles embarquent souvent alors qu'on pourrait attendre un peu. Absolument. En fait, c'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure.
malheureusement, c'est le cas et c'est pour ça, la plupart du temps, qu'on vous offre un complément de formule très rapidement. Les bébés qui sont nés en césarienne, en général, après 24 heures, les infirmières vont dire: Ah, le bébé s'accroche pas, ah, t'as pas vraiment de lait, ah, c'est compliqué, gna gna gna, il perd trop de poids, allez hop, un petit complément de formule. Et en général, on vous explique pas pourquoi. On vous dit juste: ah, il n'y a pas assez de lait, t'as pas de montée laiteuse, etc. Alors qu'une montée laiteuse à 24 heures de vie, c'est quand même rare, là, hein? La montée laiteuse arrive plus tard, normalement. On parle de colostrum, c'est des minuscules quantités de colostrum. Et dans le premier 24-48 heures, le bébé est censé boire, en fait, tout le temps, des minuscules gouttes de colostrum. Il n'est pas censé boire tous les 3 heures ou tous les 5 heures un gros biberon de volume de lait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'image, la culture qu'on a de certaines quantités, à la fois chez les soignants et chez les parents. Cette idée là, visuelle d'un volume de lait que le bébé doit boire, déjà, ça, c'est une erreur. Et la deuxième erreur, c'est de penser que le bébé, parce qu'il dort, parce qu'il est bien emmailloté dans son truc, dans 3 heures, il va demander, on va le mettre au sein, puis ça va suffire. Pour conditionner la glande mammaire à un bon démarrage, il faut qu'elle soit stimulée de manière très fréquente. Alors, si vous êtes en prénatal, vous écoutez ça, ben moi je vous suggère vraiment de prévoir le coup. Il y a plusieurs choses à prévoir pour contrer les effets, l'impact en fait de cette césarienne. Là, je vous ai mis un peu la table pour vous montrer un peu que l'impact de la césarienne à la fois sur la mère et sur le bébé, c'est cette espèce de fatigue, douleur et l'effet de éliminer les produits reçus. À partir du moment où euh, vous avez conscience de ça, ben, il y a plein de choses qu'on peut faire. Déjà, en fait, le simple fait d'avoir entendu cette présentation, si jamais vous êtes enceinte puis que c'est prévu d'avoir une césarienne ou que ce ne l'est pas, si vraiment, je m'excuse, vous êtes enceinte et que vous écoutez ça en ce moment, peut-être que vous avez prévu d'accoucher de la manière la plus naturelle possible, OK? Mais c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri des imprévus durant une naissance et puis que ça peut arriver. Alors, on est content d'être dans un monde moderne et que la césarienne sauve la vie du bébé, sauve la vie de la maman. Je suis l'incarnation même de ça. Moi, j'ai eu 3 césariennes. J'ai 3 enfants, 3 césariennes et pas toujours pour les mêmes raisons. Pourtant, j'ai bien voulu accoucher naturellement, mais finalement, ça s'est pas fait. Alors, bon, on s'en remet, mais c'est dur à prendre, c'est dur à vivre quand même et aussi à renoncer, c'est-à-dire à se consoler du fait qu'on n'a pas eu l'accouchement qu'on voulait. Mais d'où l'importance, en fait, je m'en rends compte en étant intervenante auprès des familles, c'est que l'importance de l'allaitement dans le cas de ces mères-là est encore plus précieux. C'est-à-dire que la réussite de l'allaitement, ben, la réussite, j'aime pas trop dire ça, mais le succès, en tout cas, le fait que ça se déroule bien, c'est d'autant plus important pour ces mères-là parce que quand on a souhaité un accouchement naturel, vaginal et juste, ou alors qu'on n'a pas présumé que ça allait mal se passer, parfois, vivre une césarienne, c'est un sentiment d'échec. On a l'impression aussi d'être trahi par notre corps en tant que maman, alors, et même des fois par notre bébé. Hein, si notre bébé était trop gros, il était coincé ou il se présentait de travers, ben, c'est inconscient, mais parfois les mères se sentent vraiment trahies par leur corps et par leur bébé et ou par leur bébé. Et puis, ben, ça aussi, ça conditionne des premières journées très difficiles. Parce que quand on a l'impression qu'on n'est pas bonne, qu'on est incompétente et qu'on n'y est pas arrivé, ben, malheureusement, on n'est pas très connecté à nos qualités instinctuelles, en fait, nos instincts, et puis nos gestes eux, auraient la bonne manière de faire pour une mise en route de l'allaitement optimal, mais aussi pour la mise en route de notre état de parent, hein, parce que ça aussi, c'est une transition importante. Il se passe plein de choses émotivement dans le cœur des parents dans les premières journées. Et si le sentiment d'échec, d'abandon, de trahison ou de colère prend toute la place, malheureusement, la mise en route de l'allaitement, puis la sensibilité par rapport à, ou l'indulgence par rapport à une mise en route un petit peu plus chaotique ou boiteuse de l'allaitement, ben c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Parfois, quand je suis en soutien direct, en visite à domicile chez des parents qui ont passé à travers ça, il y a souvent beaucoup de larmes quand je le nomme. Parce que les mères vont se dire qu'elles étaient tellement dans leur bulle de
colère par rapport aux interventions qu'elles ont vécues, ou de renoncement, enfin, de ce sentiment d'échec dont je parle. Donc, ça leur enlève vraiment la vision ou la perception d'indulgence qu'elles pourraient avoir. Ah, mais mon bébé, OK, il est fatigué, en fait. Il a du mal à prendre le dessus, puis il faut que je l'aide là-dedans. Hein, juste le fait de faire du pot à pot, par exemple, ou d'exprimer du lait pour aider le bébé à en avoir, ben c'est ça, c'est des outils qui peuvent aider, mais quand on le sait pas, on a juste l'impression, ah ben ça marche pas, puis ça marche pas, puis je sais pas quoi faire d'autre. Donc voilà, savoir quoi faire déjà, c'est important. Donc c'est sûr que le plus possible, on se prévoit un accouchement physiologique, naturel, le moins d'intervention possible. Et là, je vous renvoie à d'autres matériels que j'ai déjà enregistrés. Il y en a des vidéos qui parlent de ça sur ma chaîne YouTube ou bien sur la page Facebook. Et puis, on se prépare, si possible, à être accompagné. Donc, avoir une doula, une accompagnante à la naissance, prendre des cours prénataux à l'avance pour savoir c'est quoi les gestes hein, de mise en route optimale pour l'allaitement. Je vais les répéter brièvement. Donc, un accouchement avec le moins d'intervention possible, le moins de produits possible. La non-séparation de la mère et du bébé immédiatement après la naissance, ça c'est quelque chose qui va vraiment grandement aider la mise en route de l'allaitement, peu importe la façon dont on accouche. La première tétée précoce, ça signifie qu'on ne sépare pas la mère du bébé pendant les 2 premières heures qui suivent la naissance, quelle que soit la façon dont vous accouchez. Et puis, donc l'accès à cette première tétée précoce. Ensuite, pot à pot, immédiat après la naissance pendant ces 2 heures, mais pot à pot en général pendant les 3, 4 premières semaines. Moi, je dis prescription au moins 2 fois par jour avec maman, au moins, et puis à volonté, hein, pour les mamans et les papas, bien sûr. Ça aussi, ça fait du bien à l'enfant, même si c'est pas spécifiquement relié à l'allaitement. Ça permet de stabiliser le bébé et de le rendre beaucoup plus... Ah, je m'excuse, mon truc est en train de glisser. OK. Euh, donc, ça, c'est toutes des choses qu'on peut prévoir. On peut même les prévoir dans un plan de naissance. Si vous n'avez pas d'accompagnante à la naissance, je le sais, avec la pandémie, il y a beaucoup, beaucoup de milieux hospitaliers qui n'acceptent pas la présence d'un autre accompagnant finalement à l'accouchement que le conjoint, le partenaire. Alors, vous ne pouvez pas avoir une doula, mais vous pouvez prendre une doula à l'avance pour avoir des cours prénataux, pour avoir de l'information sur l'accouchement, les alternatives aux interventions, enfin, toutes ces choses qui peuvent se discuter. Parce que quand vous serez dans votre accouchement, ben, c'est le moment de demander pourquoi, toujours demander pourquoi. On vous dit, ah ben là, il faut mettre tel produit, ah ben là, il faut accélérer les contractions, ah ben là, il faut vous coucher sur le dos, puis faire ci, puis faire ça. OK, mais pourquoi? Est-ce que mon accouchement pourrait pas se poursuivre de telle façon? Pourquoi est-ce que je peux pas bouger? Pourquoi est-ce que je dois avoir un monitoring continu? Pourquoi est-ce que on va utiliser tel produit? Ça n'empêche pas de l'accepter, mais c'est important de comprendre pourquoi, puis de faire aussi des choix éclairés par rapport aux interventions. Ensuite, au moment de la naissance, si vous vivez une césarienne qui n'est pas planifiée, donc qui arrive en cours d'accouchement parce que on a un bébé qui souffre ou que c'est urgent de sortir le bébé de votre ventre, à ce moment-là, c'est presque certain que vous n'aurez pas le bébé sur vous immédiatement après la naissance. Vous allez être séparés. Ça, c'est le plus courant. En général, le bébé sur maman en pot à pot immédiat pour quelques minutes et non pas 2 heures continues. Euh, c'est possible seulement quand c'est planifié puis qu'il y a quelqu'un dans le bloc opératoire qui peut finalement vous aider à maintenir le bébé sur vous quelques minutes. Et ensuite, quand on a vérifié que tout va bien, on vous l'amène en salle de réveil. En général, le bébé peut aller sur son père, sur le conjoint, rapidement. Donc, on va quand même voir que tout va bien parce qu'il y a des bébés qui naissent par césarienne qui ont besoin d'un peu d'aide. Ils ont besoin simplement d'être décongestionnés. Ils ont beaucoup de sécrétions. Ils n'ont pas eu le massage hein, du passage dans le canal vaginal. Et du coup, des fois, ils ont besoin d'un petit peu d'aide. On va aspirer leurs sécrétions. On va juste vérifier que la respiration est bien partie. Et puis, bon, s'il respire bien et que sa couleur est bonne et que son akbar, pardon, est correct, à ce moment-là, on peut le donner à papa et on va vous transférer en salle de réveil. Certaines femmes
qui l'ont écrit dans un plan de naissance, qui sont au fait, vont quand même pouvoir avoir leur bébé en salle de réveil avec de l'aide, avec la supervision parfois d'une infirmière ou du père s'il est présent. Et là, vous pouvez faire cette première tétée en salle de réveil. Autrement, on vous transfère généralement de la salle de réveil à votre chambre environ 2 heures après la chirurgie elle-même. Donc, si le bébé reste sur papa pendant 2 heures, si possible en peau à peau, et que vous le récupérez seulement à ce moment-là, eh bien, aucun problème, mais seulement déshabillez-vous, déshabillez bébé, et faites vraiment comme si on était à la première seconde après la sortie du ventre, et vous mettez votre bébé en peau à peau, en position ventrale sur votre torse, et puis vous lui offrez, si possible, l'accès au sein pour qu'il y aille le plus vite possible. C'est sûr que les bébés humains, à leur naissance, ils ont une fenêtre souvent d'éveil très très forte suite à la naissance, et après, ils sont plus endormis. Chez le bébé qui naît en césarienne, en fait, il a cet éveil un peu, mais c'est beaucoup moins fort les réflexes que chez un bébé qui va être né par voie vaginale. Alors, quand on parle des 2 heures après, là, en salle de réveil ou de retour dans la chambre, le bébé va sûrement être encore un peu sonné et endormi, mais malgré tout, l'accès au pot à pot va vraiment l'aider à se stabiliser et lui donner une chance justement d'aller au sein. Alors, s'il va au sein, tant mieux, dans les heures qui suivent, c'est parfait. C'est sûr que pour vous, ça va pas être facile. Il va avoir besoin sûrement de l'aide de votre partenaire pour maintenir le bébé, ne pas trop appuyer sur votre plaie, hein. Vous avez un pansement, vous avez une double plaie au niveau du bas-ventre. Et c'est sûr que quand on appuie là-dessus, c'est pas facile. Alors des fois, il faut quand même que le bébé soit un petit peu de travers, là, vraiment dans le sens plus euh, de parallèle de vos seins, disons. Mais avec un petit peu de support, on y arrive. Puis, dans les heures suivantes, oui, si vous avez besoin de repos, ben reposez-vous. Par contre, moi, ce que je suggère, c'est d'avoir déjà la technique, en fait, de l'expression manuelle. Si vous pouvez la pratiquer avant d'accoucher et pendant ces pratiques-là, recueillir quelques millilitres de colostrum. Vous allez congeler des petites seringues de colostrum et partir à l'hôpital avec ça au moment de l'accouchement. Vous pouvez les confier au personnel soignant et leur dire que c'est du colostrum. Ils vont vous le mettre au frigidaire. Si dans les premières heures, premières journées qui suivent la naissance, le bébé a du mal avec la mise au sein, on va lui fournir du colostrum. Vous en avez d'avance dans vos petites seringues. Et puis, vous pouvez en exprimer sur le champ. Donc, moi, je vous suggère vraiment, si vous avez un bébé qui va jamais au sein, qui est en peau à peau, mais qui dort, qui a l'air vraiment complètement patate, pas de panique. Simplement exprimer du colostrum et le mettre en technique rouge à lèvres au bébé. On le met à l'intérieur de la bouche, sur les lèvres. Et puis, ça aussi, c'est une façon, des fois, d'encourager le bébé à, à allumer, si vous voulez, son interrupteur de réflexe et puis être capable peut-être d'ouvrir la bouche, de faire une mise au sein, etc. Si vraiment il s'accroche pas au sein, alors vous vous exprimez du lait régulièrement. Puis là, quand je dis régulièrement, c'est pas chaque 3 heures, là, c'est peut-être même plus chaque heure, quelques minutes, les deux seins. Et puis, ça va vraiment stimuler vos seins à la façon dont le bébé le ferait. Et puis, ça va fournir du colostrum au bébé. Alors, si possible, on ne fournit pas du lait au bébé autrement qu'au gobelet, à la cuillère, donc au doigt, comme je disais, hein. Et puis, si vraiment le bébé, par exemple, va au sein, mais que c'est difficile pour lui de téter, de rester longtemps, d'être actif, de déglutir, toutes ces choses-là, puis qu'on commence à vous encourager à lui donner des suppléments, à ce moment-là, ayez, ayez vos petites réserves de colostrum, et puis on lui fournit en extra sur les tétés. Donc ça va vraiment être la procédure pour faire en sorte que tout aille bien, que votre bébé ne perde pas trop. Pas seulement en question de perte de poids, mais aussi en éveil, en capacité réflexe pour apprendre à aller au sein. Donc, c'est vraiment ça qui va faire la différence. C'est certain que dans les premières journées, les mères ont souvent besoin d'antidouleurs. C'est profond, la plaie, la cicatrice de césarienne. Parfois, on a eu une anesthésie générale, donc on se fait endormir avec des contractions super intenses. Puis quand on se réveille, ben, il n'y a plus rien.
On a le ventre vide, on a vraiment un sentiment de déprime un peu. C'est pas facile en salle de réveil, là. Il y a beaucoup de nausées aussi qui viennent avec l'éveil suite à une anesthésie générale. Alors, c'est pas le meilleur sentiment, disons, état pour se sentir accueillante avec un bébé qui vous donne des petits coups de pied dans le ventre. Mais quand même, votre bébé est là, il est arrivé, vous l'avez attendu, vous l'avez désiré. Donc en général, il faut essayer de connecter avec cette joie, avec ce bonheur finalement qu'on soit là tous les deux, puis essayer le plus possible de lui donner du colostrum, même si c'est pas évident. Donc là, le processus, disons, de prévoir de l'aide, de prévoir un bon ancrage aussi avec votre partenaire, c'est super important. À mon sens, ça fait toute la différence. Puis ça va être ça que je vais vous dire de préparer le plus possible à l'avance. Mm. Pour ceux et celles qui écoutent cette présentation alors que bébé est déjà là, que bébé a quelques jours puis que c'est pas forcément facile, c'est encore le temps de vous prévoir de l'aide, d'aller en chercher, vraiment de faire en sorte que vous ayez une aide pratique efficace à la maison. Parfois, quand il y a des défis en allaitement puis que la mise en route est pas facile, que le bébé perd du poids et puis que tout le monde vous stresse avec ce poids, souvent les bébés de césarienne qui prennent pas assez de colostrum, ben, ils vont aller vers une jaunisse, donc encore plus endormis, encore moins de réflexes. Et bon, des fois ils ont besoin de photothérapie, des fois non. Mais la jaunisse, c'est quand même très endormant, très difficile pour le bébé de prendre le dessus. Alors, ces bébés-là, souvent, ce sont ceux qui perdent le plus de poids. Et justement, à ce moment-là, on vous menace, là. Il faut vraiment que vous supplémentiez le bébé. Pas de problème avec supplémenter un bébé qui en a besoin. En fait, il faut mettre du lait dans le bébé. Si le bébé n'arrive pas à prendre le lait au sein, alors il faut que le lait aille dans le bébé. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut obligatoirement prendre de la formule et prendre des biberons? Ben là, ma réponse est non. C'est-à-dire que le lait, il ne demande qu'à augmenter dans vos seins. Il s'agit vraiment à ce moment-là d'avoir un plan pour protéger votre production, c'est-à-dire la démarrer, la stimuler suffisamment dans les premières heures pour que au jour 3-4, vous ayez une belle montée laiteuse, et puis de fournir ce lait au bébé pour l'aider à prendre le dessus et finalement être capable d'avoir l'énergie et la force de téter. Bonjour Kaina. Qu'est-ce qui vous manque déjà dans ces moments-là? Oui, les moments d'accueil du bébé, hein, les premières journées où il est en peau à peau et il tète. Ben c'est ça, bien sûr que ça nous manque. C'est tellement intense par contre quand on est dedans que des fois on se demande si on va survivre à ça, mais clairement, en fait, mes enfants sont des ados, mais moi aussi ça me manque beaucoup. Et même avec les césariennes, moi dans les journées suivant mes accouchements, j'étais tellement en douleur, j'étais fatiguée parce que j'ai essayé d'accoucher. Mon deuxième accouchement a duré presque 2 jours. J'ai eu une latence vraiment avec des contractions très fortes, impossible de dormir, qui ont duré presque 48 heures. Et puis l'obstétricienne qui me suivait savait que je voulais un accouchement vaginal après césarienne. Alors elle m'a encouragée, elle m'a laissé faire tout ce que je voulais pour aller au bout de mon expérience. Donc c'était un accouchement qui a duré 2 jours et qui s'est terminé quand même en césarienne. Alors j'étais crevée après ça, là. J'étais vraiment, vraiment fatiguée, j'avais mal. Mais par contre, j'avais compris beaucoup de choses suite à mon premier allaitement qui était un désastre, un fiasco. Et mon fils qui allait pas bien et qui a été hospitalisé, ça a été vraiment un enfer. Alors la deuxième fois, j'ai collé mon bébé sur moi vraiment comme collé sur moi et puis personne n'a touché à mon bébé là. Je l'ai pas habillée pendant 4 jours, elle était juste collée sur moi tout le temps. Et j'ai eu une montée de lait incroyable. Ça a été vraiment différent parce que j'ai juste fait le maman ours, là, maman singe ou je sais pas quoi. Et j'ai gardé mon bébé sur moi en peau à peau et je lui donnais des gouttes de colostrum tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais elle allait au sein. Elle allait au sein. Elle était toute minuscule, toute petite, mais elle tétait quand même. Alors Jessica, bonjour Jessica. Est-ce que utiliser un tire-lait dans les premiers jours est nécessaire pour aider la montée de lait? Alors, ben, excellente question. Merci de me ramener à quand je commence à parler de mes accouchements.
comme toutes les femmes, je m'emporte. Donc oui, ça peut être une excellente idée. Et en fait, si vous êtes ici au Québec, on est en général, on est pour 4 jours à l'hôpital après une césarienne. Alors, quand c'est le cas, oui, demandez un tire-lait, demandez à voir la consultante en lactation aussi. Il y en a souvent sur les planchers de naissance dans les hôpitaux. Alors, demandez de l'aide en allaitement et demandez le tire-lait de l'hôpital, qui sont beaucoup plus efficaces que n'importe quel tire-lait maison, là, manuel. Mais si vous avez un tire-lait double électrique, pas de problème, ça c'est souvent assez performant. Alors, on utilise un tire-lait, oui, si vraiment, peut-être pas la première journée, mais si vous êtes un peu anxieuse de tout ça et que vous voulez vraiment pas vous faire proposer le petit supplément de formule, ben allez-y. En fait, tout ce qui va stimuler les seins va permettre justement de aider le bébé à récupérer. S'il est en perte de poids, s'il a une jaunisse, s'il est hyper fatigué, endormi, ben c'est sûr que ça va l'aider de recevoir votre lait. Et puis le colostrum va vraiment ça va pas juste remplir son estomac. Vous voyez, le colostrum, c'est vraiment un produit, énormément de sels minéraux. Ça permet d'éliminer toute justement la bilirubine qui est dans l'organisme, qui tapissait l'intestin. Ça permet de mettre en route le système immunitaire, le système digestif. Donc, c'est sûr que recevoir votre lait, que vous tirez au tire-lait ou manuellement, moi, je trouve qu'au début, l'expression manuelle est suffisante. Mais après 24 heures, si votre bébé ne va pas du tout au sein, oui, je vous conseille d'embarquer sur un plan avec un tire-lait, de faire au moins 5, 6, on dit jusqu'à 8 tirages par jour. Donc ça, c'est vraiment toutes les 3 heures, voire même tous les 2 heures la journée, puis 3 heures la nuit. Donc on parle de 8 à 12 tirages par jour. Si votre bébé ne va pas du tout au sein, pour avoir finalement un rythme, une stimulation qui ressemble à la stimulation normale et physiologique de la lactation. Bien que je précise qu'aucun tire-lait sur Terre ne pourra arriver à la cheville d'un bébé qui tète efficacement. Mais parfois, des tire-laits sont plus efficaces que certains bébés. Il y a des bébés qui sont vraiment pas efficaces au début et qui ont du mal à approfondir la prise et que leur langue, elle n'est pas très déliée. Il y a toutes sortes de conditions qui font que les bébés sont, au début, ils sont pas super bons. Mais la bonne nouvelle, c'est que au début, la lactation est complètement folle, là. Les seins fabriquent 10 fois trop de lait dans les premières journées après la montée laiteuse. Parfois, les engorgements sont vraiment intenses au moment de la montée laiteuse. Alors, c'est pas toujours aussi spectaculaire, mais si vous utilisez un tire-lait tout de suite et que vous le faites fréquemment, c'est certain que vous risquez d'avoir une montée laiteuse et un engorgement de montée laiteuse un peu plus fort que si c'était juste le bébé qui tétouillait. Mais dans ce cas-là, faites juste attention que l'engorgement ne vous fasse pas du tort. Alors, c'est important de gérer l'engorgement également immédiatement quand on le ressent. Donc, je vois que ça fait déjà 45 minutes que je parle. Posez-moi les questions, hein, si vous en avez, allez-y. Puis, je vais continuer un peu. Je vais juste regarder mon cahier pour voir ce que je vous ai pas dit. Bébé endormi, voilà. Fait que tout l'enjeu hein, de la césarienne, c'est ça, c'est tout cet état chez le bébé et la mère qui peuvent menacer la mise en route. Et c'est ça, en fait, qui fait que souvent les allaitements avec la césarienne sont difficiles parce que c'est seulement souvent après 2 ou 3 jours, quand la mère est un peu sortie de sa torpeur et de sa douleur initiale suite à la naissance. Alors des fois, ça correspond au moment où les gens rentrent à la maison. Donc là, la maman, elle sort la tête de l'eau, elle va un peu mieux, elle a un peu moins mal, elle arrive mieux à faire des positions, des postures confortables. Mais là, le bébé, quand ça fait 4 jours, là, s'il n'a pas de tété, c'est sûr qu'il est en perte de poids, puis que l'infirmière vous a déjà menacé de l'hospitaliser. C'est sûr que peut-être il y a une jaunisse ou que il y a déjà des formules dans le décor. Donc, vous voyez, tous ces paramètres d'intervention dans les premiers jours augmentent finalement l'anxiété chez les parents, interfèrent avec la mise en route de l'allaitement, parce que, vous le savez, s'il y a un seul supplément de formule qui est donné au bébé, c'est un déconditionnement de la glande mammaire. C'est déjà une intervention dans la mise en route naturelle de l'allaitement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais donner le complément de formule, mais
pourquoi ne pas privilégier plutôt l'expression du lait, la stimulation de la production chez la mère avec, bon, comme on parle, hein, expression manuelle, peau à peau, tire-lait s'il le faut, toutes ces choses-là. Vous avez vos petites seringues de colostrum que vous avez exprimées en prénatal. Euh, si vous avez tout ça dans votre boîte à outils, à mon avis, c'est presque impossible de se rendre au biberon de formule. Mais je vous en parle parce que on vous l'impose quand même souvent très très rapidement. Et on vous l'impose toujours avec des raisons mais qui sont justifiables. En fait, les parents, moi, quand je les rencontre plusieurs jours après ou des fois dans la semaine suivante, ils vont dire, ah, les infirmières nous ont dit que à ce stade-ci, c'est ça qu'il fallait faire parce que la prise de poids était problématique, ben, la perte de poids, je m'excuse, était problématique, etc. Alors, c'est toujours une excellente bonne raison de dire on a besoin de la formule. Et moi, j'y ai pas échappé pour mon premier enfant, c'est ce qui est arrivé. Mais après, pour se débarrasser de la formule, réaugmenter la production au niveau des seins, vous comprenez qu'il faut déconditionner cet apport de formule et reconditionner à la fois les seins à produire plus de lait, mais aussi le bébé à être efficace au sein. C'est-à-dire que si votre bébé avait l'habitude de téter euh, 50% de son lait au sein et de recevoir l'autre 50% en faisant zéro effort avec un biberon, ben le choix est vite vu, hein. Moi aussi, si je suis un bébé, je vais être intelligent puis je vais dire, hey, la chose facile, là, c'est vraiment le fun. Quand je suis au sein de maman, ben ça sent bon, c'est doux, c'est chaud, c'est sucré. C'est juste que c'est un peu difficile pour mes joues, puis ça me demande du travail, puis j'ai pas toujours beaucoup d'énergie pour ça. Donc, vous voyez que quand le bébé doit faire des choix, des fois, ben, il le fait subtilement, puis vous, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à refaire la transition. Alors, parfois, pour retourner en exclusivité au sein, pour seulement un, deux, trois jours de formule, les parents vont, ben, la mère surtout, en tout cas, les parents vont devoir travailler fort, parfois pendant au moins une semaine pour rétablir la lactation, puis après, travailler avec le bébé encore pour cette transition entre les apports avec d'autres moyens hein, de téter, puis le sein. Alors, c'est ça, le bébé aussi, plus il tète au sein, plus il travaille sa musculature, son ouverture de mâchoire, sa capacité avec sa langue à travailler. Tout ça, ça participe aussi, c'est comme un enjeu au niveau du crâne, du cou, des tempes. Il y a tout un enjeu là, musculo-squelettique, nerveux, etc., qui se met en place. Puis c'est sûr que si votre bébé n'a pas vraiment tété au sein pendant 4, 5, 6, 7 jours, puis qu'il a reçu son lait d'une manière plus facile, disons, au biberon, alors vous allez devoir travailler sur deux plans pour retourner au sein et avoir assez de lait. Donc, c'est tout ça l'enjeu des césariennes. Bon, parfois, ces scénarios-là arrivent même sans césarienne. C'est tout l'enjeu, parfois, des bébés endormis, des bébés immatures aussi, les bébés qui naissent un peu trop tôt, qui sont un peu prématurés. Des fois, ils n'ont pas la maturité pour une succion efficace. Donc, il faut les aider, il faut tirer du lait, exprimer, et puis leur fournir le lait. Mais si vous voulez que ces bébés-là retournent au sein, évitez les tétines, évitez les biberons, évitez les suces aussi d'amusement, parce que ces bébés-là, ils vont faire des choix de facilité. Pas toujours. Il y a plein de parents hein, qui me le disent, ah, moi j'ai donné la suce pour pouvoir souffler, dormir de temps en temps, mais mon bébé allait au sein sans problème. Tant mieux, mais sachez-le, là, les gens pour qui ça fonctionne, c'est une minorité. Il y a plein d'autres bébés à côté de ça qui font des confusions qu'on appelle, mais qui font aussi des choix de facilité. Et puis c'est tout à fait normal quand on arrive au monde et que déjà on a du mal à prendre le dessus, à faire nos transitions néonatales, qu'on a été accueilli n'importe comment à notre naissance. C'est pas très facile de faire toutes ces transitions-là et en plus de faire l'effort de se nourrir. Alors, il faut les aider, ces bébés-là, dans le sens qu'ils ont besoin, c'est-à-dire leur donner du pot à pot, leur donner un maximum de lait, de colostrum, sans perturber leurs apprentissages au sein. Et puis, ben, si votre intention est de retourner au sein, bien sûr. Et puis, voilà, je pense que c'est pas mal ça. Fait que, en gros, en résumé, moi, je dirais de prévoir vraiment, si vous savez que vous allez vivre une césarienne, préparez-vous au maximum. Et prévoyez de l'aide, prévoyez des relevailles, faites déménager votre maman ou votre belle-mère chez vous pour les 2 premières semaines et que quelqu'un s'occupe, ben, que cette personne s'occupe vraiment des courses, du ménage, de la bouffe,
Vous devez absolument pas vous occuper de ça et même pas le partenaire, hein. Je vous dirais que souvent on met tout ça sur le dos des conjoints, mais c'est pas une bonne idée. Si vous avez des défis pour la mise en route, si vous devez vivre une césarienne ou avoir un bébé justement qui a besoin de soutien pour cette mise en route d'allaitement, le partenaire va être mis à contribution à 100%. Et lui, il doit vraiment servir aussi de soutien direct émotivement à la mère. Donc, la valider dans ses capacités, l'encourager. Et puis, si elle a vécu une césarienne, elle va vraiment avoir besoin de ce phare dans la nuit, hein, de ce conjoint qui dit oui, mais allaiter, c'est important pour toi. On va aller chercher une bonne aide. On va trouver les moyens. On va trouver les outils pour que ça fonctionne. Donc, on a vraiment besoin de ce soutien là, moral, émotif, disons, et puis physique, bien sûr, aussi. Parfois, je vous dis, il faut tenir le bébé sur les seins de la mère parce que elle est en douleur, la mère, elle est inconfortable dans son corps les premières journées. Alors, ça revient vite, par contre, hein, je ne veux pas vous faire peur. Pour une césarienne, c'est vraiment complètement différent que si on vous opérait d'une appendicite parce que vous avez un bébé. Et les hormones, à la fois de l'accouchement et de l'allaitement, sont des hormones qui aident énormément à cicatriser, à réparer, à avoir du bonheur. Hein, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement et de l'amour, vous le savez. C'est aussi l'hormone des muscles, hein, de la mobilisation, du mouvement. Alors, ces hormones-là, elles aident énormément à réparer. C'est pas du tout comme des hormones de stress. Donc, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est quand même que, en général, quand on a une césarienne, on se remet, on se met debout tellement vite, on se remet à bouger aussi. Mais il y a quand même des saignements qui durent plus longtemps, il y a quand même de l'inconfort. Puis, à l'été, c'est très exigeant pour le dos, les épaules, la pression sur le ventre. On a un bébé dans les bras. Euh, Toutes les mères devraient faire attention à leur périnée et à ne pas soulever des poids. Mais pour une mère qui a eu une césarienne, c'est encore plus vrai. Pour plusieurs semaines, vous ne devez même pas porter la coquille, là, le siège auto, avec le bébé dedans. Même ça, c'est vraiment trop lourd et en plus, c'est complètement décentré. Alors, c'est quelque chose que vous ne devez pas faire. Donc, c'est très important pour les premières semaines d'avoir de l'aide, d'avoir du support. Ben, tous les parents devraient prévoir ça, à mon sens, à mon avis, pour bien démarrer l'allaitement et se sentir bien dans la transition avec votre nouveau-né. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, prévoir tout ça, avoir de l'aide, oui, je l'ai dit. À mon avis, c'est ça, c'est déterminant. Et puis, l'expression manuelle. Donc là, je vais l'écrire dans les commentaires tout à l'heure. Le lien vers un vidéo qui parle de l'expression manuelle. Alors, je vous encourage toutes, si vous regardez cette présentation alors que vous êtes enceinte, en prénatal, de pratiquer l'expression manuelle, d'avoir la bonne technique à l'avance. Recueillez le colostrum que vous exprimez, gardez-le au congélateur et ayez-le sous la main dans les premières journées après la naissance. Il y a beaucoup de mamans qui ont suivi ce conseil et puis qui ont donné le colostrum au bébé, césarienne ou pas, et qui, leurs bébés n'ont même pas perdu de poids. Alors, vous voyez que parfois, ça peut être vraiment le fun. Vous mettez le bébé au sein, mais vous lui donnez les petits extras que vous aviez recueillis. Ça peut faire vraiment toute la différence pour les premières journées, pour l'éveil du bébé, hein, pour ça, juste éliminer son méconium, vraiment faire le démarrage de tous ces systèmes, vous verrez que ça fait vraiment la différence. Puis ensuite, pour les 3, 4 premières semaines après la naissance, c'est d'avoir ce sens de l'observation, en fait, cette acuité, protéger la production de votre côté. Donc, comme disait Geneviève, l'utilisation d'un tire-lait si jamais, au-delà d'une journée ou deux, votre bébé ne va pas vraiment au sein ou qu'il n'est pas efficace. Il tétouille, il s'endort, vous le voyez qu'il ne s'accroche pas, vous le voyez qu'il avale pas. Votre montée laiteuse met du temps à arriver, vous ne sentez pas vraiment de différence. Donc, à ce moment-là, tire-lait et puis contactez-moi là par courriel, par visio, on va faire un plan s'il le faut. Puis allez chercher du support en allaitement là où vous êtes. Une consultante en allaitement IBCLC, demandez à vos soignants, les pédiatres, les infirmières. Ici au Québec, on peut appeler
le plancher de naissance où on a accouché pendant 10 ou 14 jours après la naissance, normalement, le pédiatre qui est responsable des soins va continuer à être là pour vous. Donc, si vous avez besoin d'une requête pour une clinique d'allaitement, si vous avez besoin de support aussi, de parler, de valider, de normaliser, d'être encouragé, alors prenez attache avec la Ligue La Leche ou bien Nourrissource ici au Québec, mais je suis sûre qu'en Europe, dans les autres espaces francophones, vous avez des associations de soutien en allaitement, des cercles de mères ou de femmes qui font du support de ce genre. Partout dans le monde, la Ligue La Leche est présente, mais il y a vraiment, je sais qu'en France, il y a les lactédantes qui sont très actives. Alors, cherchez-vous une marraine d'allaitement, un support comme ça bénévole, même si c'est au téléphone, parce que parfois autour de nous, dans la famille directe, on n'a pas quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut vraiment nous aider, pardon, ou nous dire si tout ce qu'on vit aussi, s'il y a des outils, s'il y a des choses qu'on doit savoir. Donc, allez chercher de l'aide, allez chercher du support. Et puis surtout, si vous devez supplémenter le bébé, faites-le avec votre lait en premier. Et puis, protégez votre lactation, protégez les apprentissages du bébé. Donnez le lait au bébé avec le DA, le dispositif d'aide à l'allaitement, donnez-lui au gobelet. Des fois, c'est l'affaire de quelques jours. Quand le bébé aura reçu assez de lait, de colostrum, quand il aura repris son poids de naissance, en général, vous allez voir, il va être plus réveillé, il va avoir plus de réflexes, il va comme se mettre à téter plus longtemps, plus efficacement au sein, puis graduellement, vous allez abandonner les suppléments et lui permettre justement de retourner exclusivement au sein. Mais pour ça, il n'y a pas de secret, hein. En fait, il y en a un. Le secret, c'est le pot à pot. N'oubliez pas, vous êtes des êtres mammifères. Le bébé humain, il est immature quand il vient au monde. Il a vraiment besoin de ce pot à pot. C'est déterminant. Moi, je vous dirais les premières journées, là, mettez-lui la tuque et puis collez-le sur vous, couvrez son dos et puis relaxez. C'est ça que vous avez à faire. Vous allez dans votre lit, vous faites ce qu'on appelle la lune de miel en allaitement, c'est-à-dire le pot à pot tété autant que le bébé en a besoin. Et puis, bien sûr, on essaye d'améliorer les postures, de faire en sorte que la prise soit confortable pour vous, qu'elle soit efficace, que le bébé avale du lait. Des fois, c'est difficile à voir dans les premières heures, mais graduellement, vous allez prendre le coup. Euh, voilà. Donc, en gros, c'est ça. Et puis, j'ai pas dit, la seule chose que j'ai pas dit, c'est que je suggère bon, à tous les parents et à tous les bébés naissants d'avoir un rendez-vous chez l'ostéopathe. En général, dans les premiers jours, si vous pouvez vous payer ça, un ostéopathe qui a de l'expérience avec l'allaitement et les bébés nouveau-nés, ça peut vraiment faire une belle différence. Les bébés qui sont nés par césarienne, malheureusement, il leur a manqué un beau massage au moment de la naissance et ils sont désorganisés. Il y a quelque chose dans leur système nerveux, musculo-squelettique, tout ça qui n'est pas optimisé. Alors, les ostéopathes font des miracles avec ça. Ça aide beaucoup les bébés endormis en général, mais les bébés césariennes sont des bébés que je qualifie souvent d'endormis. Alors, de l'ostéopathie, de la chiropratique, même si je connais un peu moins les techniques, ça aide beaucoup l'allaitement et ça aide à réveiller ces bébés-là, disons, à les aligner avec leurs réflexes. Hein, ces réflexes qu'on veut voir s'exprimer pour les apprentissages de l'allaitement. Et puis, vous aussi, maman, une séance d'ostéopathie ou plusieurs même, ça peut vraiment être bénéfique aussi. Ça va améliorer votre confort, ça va vous permettre de récupérer rapidement. N'oubliez pas de masser vos cicatrices, peut-être pas tout de suite après la chirurgie, mais dans les semaines qui suivent et les années qui suivent, massez bien vos cicatrices au niveau du bas-ventre parce que ça aussi, c'est quelque chose que ça va être important de prendre soin de vous puis des impacts de la césarienne sur votre santé future. Donc, je vous encourage avec ça. Alors voilà, allez chercher de l'aide professionnelle, je l'ai déjà dit, si vous éprouvez des difficultés. Ben ça, c'est en tout temps, peu importe votre expérience d'allaitement, mais euh, l'autre chose, c'est que moi, je voudrais dire que l'allaitement... euh, ah, Sophie nous dit qu'elle a fait de la chiropratique plutôt que de l'ostéopathie et qu'elle a adoré ça. Euh, les bébés profitent vraiment de ce genre de technique, c'est très très bon pour eux.
Et puis, même pour les mamans. Donc, mais je vais conclure avec mais posez vos questions si vous en avez. Gênez-vous pas, là, je vois que vous n'avez pas d'autres questions, mais c'est ça, je voulais dire quand même que l'allaitement, dans les cas où la mère a vécu une césarienne, disons, la réussite de l'allaitement ou le fait que ça fonctionne, c'est peut-être encore plus important chez une mère qui a vécu une césarienne et surtout celles qui ont vécu des césariennes de façon inattendue, hein, donc qui étaient parties pour accoucher par elles-mêmes et puis qui se sont retrouvées avec une césarienne. Alors, chez ces mères-là, moralement, c'est d'autant plus important d'y arriver qu'elles ont cette espèce de sentiment, comme je disais tout à l'heure, un peu d'échec ou de trahison de leur corps par rapport à la naissance. Et le fait d'y arriver, ben, ça va les aider, hein. Ça va vraiment les aider à développer un sentiment de confiance en elles, de satisfaction par rapport au fait que ben, elles sont capables de nourrir leur bébé, leur corps fonctionne, elles fabriquent du lait, le bébé est satisfait, il prend du poids. Donc, c'est vraiment au niveau de l'estime de soi et de cette transition hein, de parentalité pour la mère. C'est vraiment un outil bienveillant, un outil merveilleux d'être capable d'allaiter. La plupart du temps, les mères sont capables d'allaiter, mais la difficulté, je dirais, c'est de ne pas avoir trop d'entraves, pas trop d'interventions nuisibles au moment de l'accouchement, pas trop d'interventions nuisibles dans les jours qui viennent. Et puis surtout, l'enjeu, à mon avis, encore une fois, puis ça c'est vrai pour tous les nouveaux parents, pas juste les parents qui vivent une césarienne, mais c'est aussi de comprendre votre bébé, d'interpréter correctement ses comportements et du coup d'avoir les bonnes réactions en fait par rapport à ce que vous observez comme comportement. Puis ça c'est un enjeu vraiment. Beaucoup de parents interprètent le comportement du bébé souvent comme une insatisfaction par rapport à la quantité de lait reçu ou bien un énervement, mais parfois les bébés, ils sont juste immatures hein, et ça travaille fort dans leur ventre et ils ont besoin de beaucoup d'accueil et beaucoup de peau à peau pour, pardon, se stabiliser et développer aussi leur connexion neuronale, leur capacité à maturer. Donc, comprendre le bébé, c'est déjà une première chose que vous pouvez faire, aller chercher de l'information. Pour ça, j'ai des articles sur mon blog, le blog du lait, sur Nathalie Allaitement. J'ai aussi un petit vidéo gratuit. C'est vraiment mon cadeau pour les parents. Vous pouvez aller chercher ça aussi par mon site. Je peux le mettre ici, le lien pour aller là-dessus. Toutes celles qui m'ont donné leur contact, je vais vous l'envoyer directement tout à l'heure. Donc, ce film déjà, ce cours en vidéo, c'est déjà un bon début pour comprendre le bébé puis avoir des notions un peu de comment interpréter ses comportements. Comprendre les besoins du nouveau-né, c'est vraiment, à mon sens, c'est vraiment une des choses qui manque le plus souvent hein, pour bien démarrer l'allaitement. Et puis, ben, évidemment, quand on comprend comment fonctionne l'allaitement aussi, c'est sûr que quand on a des bonnes notions de la physiologie et tout ça, ça peut aussi faire la différence. Alors, pour celles qui sont enceintes, eh bien, encore une fois, vous pouvez facilement aller sur mon site et trouver toutes sortes d'options pour vous, selon votre volonté, selon vos connaissances, selon votre budget. Il y a des cours vidéo de base, il y a une formation en ligne tout à fait complète pour les futurs parents. Il y a plein de contenus gratuits, hein, comme je disais, sur ma chaîne YouTube, des présentations comme celle-ci sur différents sujets, par exemple des trucs pour bien démarrer votre lactation, le sommeil du nouveau-né, les rythmes du nouveau-né. Toutes ces notions-là, à mon avis, quand on les connaît, on en a entendu parler, eh bien, ça fait la différence pour la mise en route de l'allaitement. Alors, n'hésitez pas, même si vous êtes en replay là, sur Watch à écrire des commentaires. De toute façon, je vais retourner sur la publication, voir si j'ai des questions. Et puis, j'y répondrai. J'y répondrai que ce soit directement dans les commentaires ou bien en Messenger. Ça va me faire plaisir d'être là pour vous si vous avez besoin de soutien. Je fais vraiment des visites en allaitement, même avec notre confinement actuel, j'ai le droit comme travailleuse essentielle. En tout cas, je pense que c'est un service essentiel, moi.
de venir en aide aux allaitements. Donc, je peux être là pour vous si vous en avez besoin dans le Grand Montréal. Et puis en visioconférence si vous êtes à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la province. Donc, ben, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas euh, à écrire ce que vous avez besoin, vos questions ou vos commentaires ici en dessous. Donc, je vous dis à la prochaine, toujours le premier vendredi du mois. Et puis, j'ai des ateliers pour les professionnels qui s'en viennent le 19 janvier, le 4 février, si jamais vous êtes dans cette tranche-là. Un autre commentaire ici, Loulou Lily. Bonjour, Lilou. Lilou, pas Loulou, Lilou. J'ai eu 2 césariennes, premiers allaitements ratés, manque d'informations. Ah, ça, c'est mon histoire. Le second, je me suis bien informée. J'ai mis ma fille au sein juste après. Elle n'a eu aucun autre complément. Une magnifique expérience. Ma fille est bien éveillée. Voilà, c'est ça. En fait, c'est la même histoire que moi. Et malgré tout, j'ai eu des défis dans ce deuxième allaitement de mon côté. Et même pour ma troisième, j'ai eu des défis. Mais évidemment, quand on sait un peu comment ça marche et qu'on a confiance en soi, on peut plus facilement aussi questionner, hein, des fois sur notre chemin. Les soignants vont nous dire, ah, le bébé perd trop de poids. Ah, vous avez besoin d'un complément. Ah, ça marchera pas. Puis là, vous pouvez dire, oui, oui, je vais exprimer mon lait. Je vais la complémenter. Il ne faut pas dire non, hein, au soignant qui est responsable des soins, mais il faut lui dire oui, mais, et puis assumer quand même qu'on a des connaissances et qu'on va essayer. Alors, c'est ça. Lilou dit aussi que l'ostéopathie a beaucoup aidé son expérience, donc ça, c'est magnifique. Euh, En effet, pour plusieurs, l'ostéopathie, ça fait la différence. Alors, Geneviève me demande si je suis IBCLC. Non, moi, je ne suis pas diplômée de l'IBLCE. J'ai étudié, vraiment, j'ai fait toute la formation. Et puis, malheureusement, il me manquait certaines choses là, au niveau académique pour me présenter à l'examen. Donc, la dernière fois que je me suis présentée, ils m'ont pas admis à l'examen, malheureusement. Donc, je suis en train d'étudier en ce moment justement pour éventuellement repasser cet examen-là. Mais je vous dirais que avec 5 ans auprès des sages-femmes, j'ai été assistante natale, donc j'ai travaillé auprès des familles vraiment en soutien direct. Ça fait 15 ans que je suis marraine d'allaitement. Ça fait 3 ans que je blogue, je chronique, je vulgarise, hein, les connaissances en allaitement. Donc, avec l'expérience que j'ai, je me sens quand même très à l'aise de faire des visites de soutien en allaitement. Et puis la formation en lactation, je l'ai faite, là. J'ai quand même au-dessus de 400 heures de formation en allaitement, en lactation aussi. Donc voilà, ça c'est mon bagage. Et puis voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir la suite sur mon site natalieallaitement.com. Et puis on continue la conversation si vous en avez besoin ailleurs, autrement, un autre moment. Donc merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt tout le monde. Merci.